forcément simple à réaliser. Et puis, en fin de session, bien sûr, la partie questions-réponses. Alors, révolution digitale, parcours client. Aujourd'hui, on est omniconnecté, il y a une multiplicité de canaux, ce qui amène des volumes d'informations conséquents, un aspect instantanéité temps réel très important, et puis surtout une versatilité du consommateur, de ce comportement consommateur qui va et vient et qui est à quelques clics de notre concurrent. Alors tout ça multiplie également les outils technologiques que l'on utilise, et puis ça nous amène à une vision en silo, donc une vision éclatée, parce qu'on a un mode silo qui correspond à autant d'outils qu'on a dans notre système d'information, qui correspond à cette vision éclatée du client, qui ne permet pas donc de faire un certain nombre de choses. En particulier, cette difficulté, on a des difficultés de consolidation et d'harmonisation de l'information, bien sûr, donc d'exploitation de cette information, de reporting bien évidemment, d'analyse et en conséquence de stratégie tout simplement d'entreprise. Donc la vision éclatée du client, ça nous amène à des difficultés à gérer l'entreprise et à gérer sa stratégie et donc à anticiper. Alors quels sont les enjeux de la data client aujourd'hui? Eh bien c'est d'abord une expérience client non fragmentée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parcours clients, pour qu'ils soient fluides, il faut que l'information dans l'entreprise circule pour que d'un point de contact à un autre point de contact, le consommateur ait l'impression d'être reconnu à sa juste valeur et qu'il sache qu'on le connaît comme il se doit, et que s'il a réclamé dans un endroit, dans un point de contact, et qu'il change de point de contact, il puisse être reconnu immédiatement pour ne pas avoir à revivre une histoire qui n'est pas forcément plaisante, par exemple. C'est anticiper et prédire ses besoins, ses usages, ses comportements. Donc là, le consommateur veut être reconnu et il veut surtout qu'on lui propose des choses qui soient à bon escient, dans le bon contexte, au bon moment, et donc il faut anticiper. Et puis bien sûr, ça se fait aujourd'hui de plus en plus de façon connectée, donc c'est du temps réel, et pour bien gérer ce temps réel, il faut être à même de pouvoir cumuler, agréger, analyser en temps réel l'information. Et cette information, elle est de plus en plus volumineuse. Pourquoi? Parce que les données du web sont plus facilement collectables. On a toutes les données des réseaux sociaux éventuellement à disposition. Et puis arrivent les objets connectés. On nous annonce 50 milliards d'objets connectés en 2020. Donc c'est assez conséquent. Et tout ça, c'est de l'information supplémentaire sur les usages, l'expérimentation, l'expérience client au sein de l'entreprise. Alors, information, décision, action. Alors, information, décision, action, c'est effectivement le RCU, le dispositif RCU qui est au cœur de cette gestion de l'information, de la décision et de l'action. Pourquoi? Parce que, alors je ne clique pas au bon endroit, ça va nous permettre bien sûr la connaissance client. Cette connaissance client, elle est importante pour gérer les interactions avec le client, les interactions relationnelles tout au long du parcours client. Et donc le RCU va nous permettre également, le référentiel client unique. Et puis c'est un troisième point important, c'est la capitalisation de l'information de cette connaissance client dans un mode apprentissage, dans un mode évolution, dans un mode de renouvellement perpétuel, puisque les choses évoluent très vite. On est dans un monde dans lequel tout bouge très vite et il faut capitaliser sur cette information pour pouvoir suivre et anticiper. Alors, vous avez dû entendre parler de, bien sûr, référentiel client unique, mais aussi de data lake, et on va faire cette petite distinction aujourd'hui. Le référentiel client unique s'appuie sur un système d'information et sur des applications, donc sur des données structurées. Vous avez ici des données qui nous viennent des ventes, du marketing, du web, etc. Ces données sont structurées, donc on va les extraire. On va passer par une phase de transformation et on va les charger dans le référentiel client unique, donc dans ce data warehouse et des sous-parties éventuelles du data warehouse qu'on appelle des data marts, avec toute cette phase de qualité de données, d'enrichissement de données qui est importante pour pouvoir faire du décisionnel et pour pouvoir faire de la gestion de campagne omnicanal. On a par ailleurs le data lake qui lui va travailler, et ça nous vient du big data, sur des données non structurées. Vous avez ici donc des lignes d'information qui vont arriver, on va travailler sur des emails, on va travailler sur des documents de type PDF par exemple, on va même travailler sur du média riche comme l'audio, la vidéo ou les images, et puis on va travailler aussi avec les outils des médias sociaux. Et la démarche est un tout petit peu différente ici, puisqu'on va d'abord extraire l'information, on va la charger dans l'entrepôt de données
de type NoSQL d'ailleurs, pour gérer ces documents de façon non structurée, et seulement ensuite on va les structurer pour pouvoir les exploiter avec des outils qui sont un tant soit peu plus complexes à exploiter, parce que l'information étant non structurée à la base, on ne perd pas sa richesse. Par contre, sa forme d'exploitation est tant soit peu différente, et là on va avoir donc des data scientists qui vont maîtriser des outils un peu plus complexes. Cette phase de big data va aussi nous permettre, puisqu'on déstructure l'information, de pouvoir l'accumuler de façon plus importante et de la gérer en temps réel et de façon beaucoup plus évolutive. Alors que bien évidemment, lorsqu'on a structuré un RCU, on va travailler sur donc des informations qui seront figées à un instant T. Néanmoins, les deux aspects sont importants et sont complémentaires pour pouvoir alimenter tant le CRM que la DMP, Data Management Platform, qui permet de gérer toutes les interactions, notamment online, et de gérer des scénarios, d'automatiser des scénarios de campagne marketing omnicanal. Donc les deux, RCU et Data Lake, ne s'opposent pas, ils sont complémentaires pour capitaliser sur la connaissance client et abonder tout ce qui va nous permettre d'animer la relation, les interactions avec le consommateur. Alors, quelles sont les solutions RCU et Master Data Management que nous proposons? C'est bien sûr au travers du cloud d'apporter tant la gestion de contenu, c'est-à-dire qu'on va traiter la donnée client, donc une donnée structurée, et pour ça il faut des outils de qualité de données, des outils qui vont nous permettre notamment, vous avez dû entendre parler de RNVP, restructuration, normalisation, validation postale, donc des outils qui vont nous permettre de normaliser l'information, de l'harmoniser, et puis surtout des outils qui vont aussi nous permettre d'agréger, de dédoublonner, de fusionner, donc d'identifier parfaitement nos consommateurs. Ça, c'est cette partie qualité de la data, donc centralisation. Et puis, il y a toute la partie contenant avec le Master Data Management, où là, on va parler donc de base de données, de workflow, d'extraction de données, de flux de données, donc d'intégrité, de sécurité de données. Et on va parler, bien sûr, d'infrastructure pour garantir aussi cette sécurité des données. Alors, ici, on intervient selon plusieurs modes. Soit le client a la possibilité lui-même de gérer son infrastructure MDM, et donc on va intervenir nous particulièrement sur la partie contenu et sur la partie qualité de données et gestion des flux. Soit le client veut sous-traiter cette partie-là, et donc on va lui définir soit un MDM tout à fait spécifique qu'on va développer, soit on va utiliser un MDM du marché, un Master Data Management du marché. Alors, pour avoir une vision unique du client, il faut une vision globale de l'entreprise. Pour ça, on va analyser dans un premier temps les process de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas comprendre forcément comment circule le flux d'informations si on ne se pose pas un certain nombre de questions sur les business process. Puis, on va bien sûr regarder le système d'information, toute la technologie, tant au niveau des data qu'au niveau des outils qui sont utilisés, parce que ça peut avoir une incidence sur le comportement du personnel à l'intérieur de l'entreprise, voire même du consommateur lorsqu'il a la possibilité de se connecter sur le système d'information. Donc on interviendra également sur le savoir-faire pour valider les bonnes pratiques notamment, et faire évoluer les habitudes, sensibiliser le personnel, parce que dans ces projets de RCU, on a besoin absolument d'une implication à la fois des métiers et à la fois des gens de la DSI. Alors, construire la vision unique du client, c'est bien sûr aborder un mode projet, parce que c'est conséquent, et ce mode projet, il fait, comme je le faisais allusion, appel aux métiers, aux équipes clients, aux métiers et aux SI qui doivent être alignés sur la même stratégie, sur les mêmes besoins. Et puis, bien sûr, avec le prestataire que nous sommes, on va organiser des comités stratégiques, des comités pilotage qui vont permettre bien d'avancer selon une roadmap, selon des plannings qu'on va définir ensemble, qu'on va respecter ensemble, selon un processus itératif qui est composé d'ateliers, de workshops, dans lequel on va faire un certain nombre de validations, et on aura un certain nombre de livrables qui nous permettront d'avancer sur ce processus itératif et de recommencer les workshops, la validation et les livrables. Alors ça, c'est le mode projet pendant la construction, mais on a également un aspect gouvernance de données après le projet, parce qu'une fois que le RCU est monté,
on a besoin de en surveiller le fonctionnement. Pour ça, bien sûr, on mettra en place des KPI, il y aura un certain nombre mais des comités stratégiques permettront, et de pilotage qui seront bien sûr plus éloignés dans le temps, permettront de surveiller ces évolutions et de les mettre en place. Alors, Amabis gère toutes les étapes de la construction d'un RCU. Alors, quelles sont-elles? C'est d'abord une première phase d'audit et d'analyse. Pourquoi? Parce qu'on va valider les objectifs, on va les définir éventuellement ensemble. Ensuite, on va analyser et cartographier les processus et le système d'information. Et puis, il y a toute une partie d'analyse de données. Donc ça, c'est l'audit, l'étude de l'existant dans l'entreprise. Ensuite, à partir de cet audit, on va modéliser, et en fonction bien sûr des objectifs, on va définir un modèle conceptuel du RCU, on va définir les flux entrants et sortants, et puis surtout on va valider, définir des règles de qualité de données, des règles de fusion, des règles d'enrichissement et de gestion des rejets. Et puis, il y a la phase réalisation dans laquelle là, on va réellement développer, mettre en œuvre les outils qui vont nous permettre de concrétiser le MDM, de concrétiser les workflows, de concrétiser les extractions, les chargements, les transformations d'informations, ce de façon initiale, ce qui permettra d'être scripté pour pouvoir entretenir ensuite le récurrent et puis d'assurer l'infogérance de toute l'infrastructure de ce référentiel client unique. Exemple de planning ici, qui peut bien sûr s'étaler sur plusieurs mois. Vous voyez, on a mentionné des ateliers pour présenter la mission, pour réaliser un certain nombre de récupérations d'éléments, de présenter les solutions en conséquence après analyse, de réaliser ces analyses et donc de les valider ensemble, de mettre en place donc les différents éléments qui vont nous permettre de construire ce RCU. Et ce, selon le mode projet que j'évoquais tout à l'heure. Également présent dans nos méthodes de travail, la méthode ITIL qui permet de garantir la bonne réalisation au fur et à mesure des avancées projets. Alors bien sûr, dans toute méthode, on a au préalable des spécifications techniques, fonctionnelles, qu'on va mettre en œuvre au cours d'un développement informatique. Et il y aura des phases de recettes. Alors des recettes fournisseurs avant qu'il y ait des recettes clients, ce selon un cahier des charges ou un plan de recettes qu'on va établir ensemble. Le client peut avoir un plan de recettes d'ailleurs différent du fournisseur que nous sommes. Et ensuite, il y aura, après ces phases de recettes, une phase de VABF, c'est-à-dire de vérification au bon fonctionnement. Ça va se faire dans un environnement un tout petit peu différent. Et ensuite, on aura la vérification de services réguliers, donc qui, elle, va se faire aussi dans un autre environnement. Donc ici, l'environnement de développement, l'environnement de recettes, où là, on se contente de valider les aspects fonctionnels, alors que lorsqu'on est dans la VABF, on commence à être dans un environnement ici de pré-production qui est équivalent à l'environnement de production. Et là, on y mesure, au-delà des aspects simplement fonctionnels, on y mesure également tous les aspects d'infrastructure et tous les aspects de validation, de volumétrie que l'on va gérer par exemple. Et puis ensuite, la VSR, elle, consiste pour le client à valider le bon fonctionnement en conditions réelles, normales, avec des équipes test, et par exemple dans des agences, dans un réseau d'agences bancaires ou de magasins, ça peut être, on peut prendre 2 ou 3 agences ou 2 ou 3 magasins pilotes pour, pendant un laps de temps donné, de quelques semaines ou quelques mois, valider toute la solution en temps réel, là, par les utilisateurs finaux qui vont être à la barre, à la manœuvre ultérieurement. Et une fois que cette VSR est terminée, commence alors la période de garantie. Alors, on a découpé ici 3 autres phases pour vous montrer le type d'ateliers qui peuvent être gérés pour mettre en place cette étude sur l'existant et construire les premiers éléments du MDM. Donc, un premier atelier de lancement de mission dans lequel on va vous fournir un guide sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Ensuite, on va avoir bien sûr toute une phase de recueil, de collecte d'éléments qui sont, quelles sont les datas, quelles sont les règles de gestion auxquelles vous avez pensé, quels sont les business process, etc. Ensuite, on va avoir de la part d'Amabis des analyses qualitatives, quantitatives pour définir les solutions. Alors, j'ai oublié on va vous donner le document, j'ai oublié de le préciser, le document sera téléchargeable à la fin du webinar.
Donc vous pourrez voir peut-être de façon un tout petit peu plus lisible, parce que je ne sais pas si c'est très lisible pour tous sur vos écrans, mais vous aurez cette possibilité de récupérer le diaporama. Le choix des solutions correctives, bien sûr, ensuite on va mettre en place les traitements proprement parlés, on va avoir des phases de validation sur les règles qui ont été évoquées, définies, sur la façon de traiter les rejets, on va rejouer tout ça à plusieurs reprises pour effectivement valider les différents résultats. Donc l'idée c'est évidemment à partir de tous les flux d'informations, donc vous avez ici un schéma qui montre qu'on peut avoir vraiment plusieurs types de flux d'informations, que les analyses tant quantitatives que qualitatives vont nous permettre d'effectuer des corrections, d'effectuer des enrichissements, pour arriver à tout ce qui est déduplication, fusion, gestion des rejets, et donc à arriver à une unicité, donc de créer un fichier historique du client, de son parcours, un fichier propre, dédupliqué, qui va nous servir de base donc à l'information qu'on va rentrer dans le RCU. Deuxième phase, c'est de construire cette récurrence au travers du MDM pour que les flux qu'on a modélisés ici puissent rentrer dans quelque chose donc d'itératif, de récurrent, selon la fréquence qui va bien. Et cette fréquence peut être quotidienne, bien évidemment. Donc le choix, alors ça peut même être du temps réel pour certains flux. Donc choix du MDM, configuration de l'information historique qu'on vient de créer dans la phase précédente, définition des interfaces avec les différentes sources d'informations, de quel modèle est-ce qu'elles vont être dotées, est-ce que c'est du service web, est-ce que c'est de l'interaction plutôt batch, et développement de ces interfaces. Voilà, donc illustration ici de tous les flux qui peuvent venir. Donc vous voyez, lorsque vous avez une double barre, on est ici sur des interfaces qui sont programmées, et puis à définir donc la partie enrichissement, déduplication, fusion de l'information pour rentrer dans le MDM ici. Et on a même matérialisé là dans ce cas de figure pour ce type de client ici une DMP. Le traitement live, ce sont des traitements supplémentaires qu'on peut amener pour programmer à des fréquences définies, compléter l'information, enrichir l'information qui vient notamment de l'extérieur. Voilà. Donc on définit, on développe ces traitements, on les valide ensemble. Donc vous voyez qu'on a ici un certain nombre de phases, et dans ces phases, un certain nombre d'ateliers qui réclament une certaine rigueur, une certaine méthodologie pour avancer de façon pragmatique, pas à pas, avec des étapes de validation systématiques. Je vous parlais tout à l'heure du guide d'assessment qu'on vous fournit au départ parce qu'il va nous permettre de collecter l'information. Alors que va-t-on y trouver ici? La définition des objectifs à laquelle bien sûr on peut participer, quels sont les objectifs, quels sont les utilisateurs concernés par le RCU, quelles sont les actions à mettre en œuvre, et c'est pour ça que c'est une démarche qui peut être transversale dans l'entreprise, où à la fois les métiers et les systèmes d'information, la DSI, doivent travailler la main dans la main et doivent être alignés sur ces objectifs et sur la mise en œuvre du projet. Quelle architecture SI on va trouver dans l'entreprise? Quel type de données vont nous arriver? Selon quel business process? Ici, on a l'illustration d'un business process, bien sûr, qui concerne tous les aspects clients, les phases de commande, les phases de demande d'information, les phases de SAV, les phases d'interlocution avec l'outline, par exemple. Quelle table, quelle data, quel dictionnaire de données, quelles sont les méthodes d'intégration des données, quels sont les flux input et output, donc les flux entrants, les flux sortants. Donc dans ce guide, tous ces éléments vont être listés, il faudra les compléter. Bien sûr, on le fait avec le client, mais c'est ce qui nous permet ensuite de mener les analyses et de définir toute la phase 2 que j'ai présentée tout à l'heure. Alors, quel type de données est-ce qu'on va trouver dans ce référentiel client unique? On va trouver des données sociodémographiques, bien évidemment, donc c'est l'âge du capitaine, c'est son adresse, c'est son téléphone, c'est ses coordonnées, c'est la taille du foyer lorsqu'on travaille au niveau du foyer, c'est sa CSP, ça c'est pour le particulier. Pour l'entreprise, c'est bien sûr son activité, c'est l'effectif, éventuellement c'est son chiffre d'affaires, c'est si elle exporte ou pas, un certain nombre d'éléments qui sont descriptifs de sa nature. Ce sont des données transactionnelles.
c'est-à-dire les commandes, c'est donc l'historique qu'on va trouver forcément aujourd'hui dans l'informatique de l'entreprise, puisque tout le monde possède un ERP, on gère les commandes et les factures. Ce sont des données de comportement, comportement par rapport au produit, donc ça ce sont les usages, comportement par rapport à l'entreprise, c'est l'expérience, est-ce qu'il fait recours régulièrement au SAV ou pas du tout, est-ce qu'il passe en agence, est-ce qu'il passe en magasin, est-ce qu'il va uniquement sur le site web, bref, un certain nombre d'éléments qui nous permettent de savoir qui est notre consommateur. Personnalité et style de vie sont des données qu'on peut éventuellement définir au travers de questionnaires ou qu'on peut collecter à l'extérieur parce qu'il y a des études. On va pouvoir enrichir notre base avec des données externes. Attitude psychologique, est-ce que l'achat d'une voiture premium, c'est une information importante pour le monsieur? Il achète une voiture premium parce que voilà, il veut avoir un statut. Donc ça, c'est une attitude psychologique et on a des moyens de pouvoir collecter ce type d'informations qui peut rentrer ensuite derrière dans des scores qui vont nous permettre de faire du marketing prédictif. Est-ce qu'il est en situation d'achat? Est-ce qu'il a l'habitude, par exemple, d'aller au restaurant le dimanche? Est-ce qu'il y va en famille? Est-ce qu'il a des déjeuners d'affaires? Et puis, ça peut être également des données exogènes. La météo, est-ce que la météo influence ou non le comportement de mon consommateur? Si je vends des parapluies, si je vends de la crème solaire, bien évidemment, ce facteur est important. Alors l'analyse de données, elle porte aussi sur le type de la data. Pourquoi? Parce qu'il faut que cette information, elle ait un sens, elle ait une valeur, sinon ce n'est pas la peine de la collecter, parce que collecter une information qui n'a pas de sens coûte cher. Est-ce qu'elle est normalisée? On a pu trouver dans des bases de données parfois, et on a souffert sur ce type de choses, d'avoir plusieurs formats, mais c'était plusieurs dizaines de formats de dates différents. On ne savait même pas que c'était possible de trouver autant de formats de dates différents, et quand vous avez ça dans le même fichier, c'est pas toujours évident de travailler sur une information qui est vraiment inhomogène. Est-ce qu'elle est complète? Est-ce que je peux réaliser des statistiques probantes sur le comportement si mon information n'est remplie qu'à 20%, par exemple? Donc est-ce que je tiens compte ou pas de cette information? Est-ce que cette information est difficile à compléter ou non? Donc est-ce que je vais la mettre dans le RCU si cette information est difficilement collectable, difficilement mise à jour? Fiabilité, mise à jour de l'information. Une information date de naissance qui montre qu'on a régulièrement des dates de naissance en 1900 par exemple, bon, prouve que l'information n'est peut-être pas judicieuse au niveau de l'année, elle peut l'être au niveau du mois et de la date par exemple. Est-ce qu'elle est redondante cette information et sous différentes formes? Est-ce qu'elle est disponible? Est-ce qu'elle est simple d'accès? Et quels en sont les volumes? Est-ce que j'ai des volumes suffisants? Est-ce que j'ai des volumes insuffisants donc pour mener mes statistiques? À partir de là, on va pouvoir définir des modèles de données, voire réaliser des data marks pour simplifier la lecture des données, parce que je vais avoir besoin, notamment pour faire des scores, pour avoir une lecture plus simple de mes données, d'agréger l'information d'une certaine façon, notamment de constituer des agrégats, parce que vous avez tous entendu parler de RFM, récence, fréquence, montant. Donc c'est une analyse qui permet de voir quelle est la dernière fréquence, la dernière récence, le dernier achat, de voir quelle est la fréquence avec laquelle le consommateur achète et quel est le montant moyen. Et donc pour ça, cette information n'est pas immédiatement disponible dans la base de données. Je dois agréger sur une période donnée, ou sur au moins la dernière période connue, et je dois agréger des commandes et faire des calculs pour mesurer cette information. Donc on a besoin de constituer des agrégats et de préparer l'information. Et puis on va valider des dictionnaires pour garantir l'intégrité de l'information. Les flux entrants-sortants, quel type et quel format de données, quel type de traitement qualité de données va-t-on réaliser, à quelle fréquence, sur quel volume, avec quelle interface doit-on développer. Donc toutes ces questions sont essentielles pour arriver à l'aboutissement d'un RCU parfaitement modélisé. Et puis, dans les choses qui sont excessivement importantes et puis parfois délicates, pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de définir ces règles d'unification qui vont nous faire dire comment est-ce que je définis un doublon ou un multiple.
Pour le particulier, je vais tenir compte par exemple du nom et du prénom et quelles informations autres j'utilise pour agréger dans la base. Alors l'adresse postale et géographique est bien sûr importante, le téléphone peut servir bien évidemment à ce type de définition, mais se pose des questions du type est-ce que si mon prénom est vide versus un prénom complet, si mon prénom ne comporte que l'initiale versus un prénom complet, est-ce que je considère que c'est la même personne ou pas? Parce que lorsque j'agrège des comportements derrière, je peux éventuellement commettre des erreurs en agrégeant celui d'un des enfants dans la famille qui porte la même initiale de prénom qu'un des parents, par exemple. L'entreprise, la fonction, est-ce que je travaille au niveau de la fonction, du service, de l'interlocuteur, et tout ça va me permettre de définir ce qu'on appelle une première de groupe. Donc dans un groupe de multiples, quelle est celle que je dois élire comme étant l'affiche que je reconnais. Alors, ces règles sont parfois évidentes et elles peuvent varier d'une entreprise à l'autre parce qu'on n'a pas tous forcément les mêmes règles. Ce qui peut être vrai pour une entreprise sera différent et d'un service à l'autre. Par exemple, marketingment parlant, on peut avoir besoin d'adresser 2 personnes dans un même service alors qu'on va adresser qu'une seule facture. Donc la notion de doublon ici, elle est spécifique. Ayant travaillé sur les cafés, hôtels, restaurants, on peut avoir sur ce type d'activité des gens qui ont 2 structures juridiques, une même raison sociale au niveau du sigle, une même adresse bien sûr géographique, une même adresse de livraison et un même mandataire social, mais d'un point de vue juridique, on a 2 structures distinctes. Par contre, d'un point de vue marketing, ça fera qu'une seule structure. Donc là, cette notion, encore une fois, est importante à préciser. Et puis, on s'est rendu compte dans nos différentes missions que parfois, on a une définition et puis on a beau avoir listé tous les cas possibles, on va tomber quand même sur des cas qu'on n'a pas listés parce qu'on a pu perdre l'évolution ou l'historique d'un certain nombre de définitions dans l'entreprise. Et puis, lorsque la carte de fidélité existait il y a 15 ans, la façon de la définir n'était pas la même et certaines vieilles cartes de fidélité ont été définies avec des éléments manquants qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas forcément les rapprocher et plus personne dans l'entreprise n'a cet historique-là parce qu'il y a un turnover des équipes qui fait que personne n'a suggéré ce cas probable et nous on va tomber dessus d'un point de vue technique et là il faudra apporter des réponses. Donc voilà des éléments qui nécessitent des premières phases de travail, des premières phases de mise en évidence et des travails de réflexion et de validation pour pouvoir continuer cet enrichissement derrière et cette fusion champ par champ parce qu'une fois qu'on a mis en évidence des multiples, on a la possibilité d'enregistrer, d'enrichir la première qu'on a élue dans le groupe par des informations qui nous viennent des éléments suivants. Voilà. Et puis, il va falloir arbitrer aussi à un moment donné entre la précision et la perfection, c'est-à-dire lorsqu'on travaille en automatique, on peut être bon selon un certain pourcentage, et puis il y a des cas où on ne saura pas les mettre en évidence, et des cas où on sera trop précis. Et donc si on est trop précis, on va louper des doublons par ailleurs. Si on n'est pas assez précis, on va en avoir trop. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux et il peut être judicieux à un moment donné. Et on a rencontré ce type de cas où il vaut mieux ne pas chercher la perfection parce que les cas particuliers sont trop nombreux et qu'il vaut mieux faire du traitement manuel sur quelques cas particuliers pour valider si oui ou non il s'agit bien d'un doublon. Donc ça c'est vraiment un travail délicat de bâtir ces règles d'unification, ces règles de dédoublonnage et de les valider, qui plus est par une étape éventuellement manuelle. Alors quelles sont les clés du succès et les écueils qu'on peut rencontrer dans ce type de projet? Donc c'est une définition précise de la stratégie. Pourquoi? Parce que l'impact sur les outils qu'on va choisir, l'impact sur les données qu'on va mettre en œuvre et sur les data marks qui peuvent découler, sur les études qui vont découler, sur les scores qui vont découler, est très important sur les objectifs définis au départ et sur la stratégie de l'entreprise. L'implication et la disponibilité de tous les services internes qui vont devoir utiliser et participer à la constitution du référentiel client unique, tant des services métiers bien sûr que des services d'information de la DSI.
Bien sûr, il faut qu'il y ait cette cohérence interne, cet alignement sur les objectifs, sur les moyens à mettre en œuvre entre les métiers et les systèmes d'information. Donc, on a vraiment des équipes ici constituées de techniciens de l'information et puis d'utilisateurs de cette information, d'exploitants de cette information. Bien sûr, on a des aspects de qualité et de gouvernance de données qui doivent remonter bien en amont du projet. Parce que si vos sources d'informations, si les outils qui sont à disposition des clients, enfin des clients et des clients internes en fait dans l'entreprise sont pollués par une mauvaise information parce que le personnel n'est pas sensibilisé à cette qualité de données, on va avoir des XXX parce que l'information est obligatoire, on ne peut pas la renseigner. On s'est rendu compte que dans certaines fonctions, par exemple, on avait avocat partout parce que avocat était la première fonction et comme les gens ne voulaient pas s'embêter à aller chercher la fonction parce que l'interlocuteur ne donnait pas spontanément sa fonction, eh bien on remplissait par défaut le champ obligatoire avec avocat. Voilà, donc il peut y avoir un certain nombre de biais qui font que l'information n'est pas de qualité et ça c'est important parce qu'il faut remonter en avant, en amont, il faut sensibiliser le personnel sur ce type de choses. Alors définition de l'unicité, j'en ai parlé à l'instant, les retours remontés d'informations, on agrège dans un sens, est-ce qu'on peut redistribuer l'information, quels sont les flux, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer sur le sujet, volume et format de données. Et tout ça se fait dans un certain pragmatisme, avec une simplicité opérationnelle. Il faut toujours garder à l'esprit le fait qu'on doit travailler et avancer pas à pas avec des outils qui sont certes puissants, mais qui ont des limites. Donc ne cherchons pas à tout faire du premier coup et abordons les choses étape par étape avec un côté opérationnel immédiat et rapide. Voilà. Alors, je vais faire maintenant un petit sondage. On va reprendre le deuxième sondage, Camille. Est-ce que tu peux le mettre en ligne, s'il te plaît? Le deuxième sondage, je te laisse faire. Voilà. Alors, ça, c'est pas le bon. Voilà. Alors, quels sont vos besoins prioritaires aujourd'hui à la lecture de ce webinaire sur le RCU? On a défini un certain nombre de choses. Est-ce que c'est la qualité de données? Est-ce que c'est le CRM? Est-ce que c'est la DMP, donc cette Data Management Platform pour automatiser vos échanges? Est-ce que c'est le marketing prédictif parce que vous avez besoin de scorer et d'anticiper les besoins et de sélectionner au mieux vos prospects? Est-ce que c'est le Data Lake, donc de gérer de l'information non structurée parce que vous êtes dans une analyse de type Big Data? Voilà, donc vous avez plusieurs choix possibles, enfin vous avez un seul choix possible, mais avec une priorité à attribuer selon les besoins et selon ce que vous avez pu voir ici à l'instant, c'est-à-dire que tout est finalement important, mais il y a des choses qui doivent venir avant, parce que si j'ai pas de connaissances clients, si j'ai pas de consolidation d'informations, c'est plus difficile d'animer ma DMP. Si j'ai pas de RCU, est-ce que je peux faire du marketing prédictif? Si j'ai pas de RCM et j'ai pas de collecte d'informations, est-ce que je peux faire du RCU? Si j'ai pas de qualité de données, est-ce que mon RCU va être facilement constituable? Voilà. Donc vous avez un certain nombre de questions stratégiques à vous poser en termes de métier, quelles sont vos priorités, et en termes de SI. Voilà. Donc, et on peut vous aider bien évidemment avec des audits rapides, des diagnostics. On peut vous aider sur ce type de choses à bâtir votre plan stratégique. Alors, on va revenir, merci de vos réponses, merci d'avoir participé. On voit que c'est relativement équilibré. Le Data Lake ne fait pas recette, mais peut-être parce que vous avez compris qu'il faut passer par des étapes préliminaires. Donc, quelques mots sur Amabis. On a une approche effectivement globale du data management parce qu'on est initialement éditeur et prestataire sur la partie data quality, donc qualité de données. On est conseil, audit et diagnostic sur ces aspects-là. On a des prestations correctives et préventives évidemment. Et puis on apporte toutes les solutions techniques et commerciales sur le sujet.
Et puis on a une deuxième branche d'infogérance de base CRM avec le RCU, le CRM, la DNP et la BI, la Business Intelligence. Et dans cette division, bien sûr, on va faire du SaaS pour tout l'aspect data management, mais avec le CRM, avec la gestion de campagne omnicanal. Et puis, on rentre dans la BI avec de l'analyse descriptive et prédictive, donc de parcours client, pour anticiper encore une fois, pour mieux connaître ses consommateurs et ses futurs besoins. Voilà. Alors, quelques références sur le sujet. On est bien sûr présent sur tous les domaines d'activité parce que tous les secteurs d'activité sont aujourd'hui concernés, y compris dans le domaine des collectivités locales, parce que la qualité de données fait partie bien évidemment des préoccupations de tout un chacun. Voilà. Avant de passer à la séance de questions-réponses, je vous invite à notre prochain webinaire le 24 mai, donc qui se déroulera sur des aspects préliminaires de qualité de données dans le cadre du parcours client, bien évidemment. Et je suis ouvert à vos différentes questions. Peut-être certains ont déjà posé des questions dans le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions posées dans le chat, à part le PPT? Voilà, non, je ne vois pas de questions. Alors, je rappelle que vous aurez le diaporama en téléchargement à l'issue de cette session. Voilà, on élargit un petit peu la fenêtre. Au revoir Christelle, à bientôt. Bonne journée. Vincent, Jérémy, Julien, alors... À bientôt, merci Vincent. Bien, écoutez, je vous donne rendez-vous le 24 mai. Merci à tous et à toutes, si vous n'avez pas de questions, de votre participation. Et puis, bonne fin d'après-midi, bonne fin de semaine. Alors, je vois quelqu'un, merci, voilà. À bientôt, Camille. Voilà, merci. Merci Hachim. Merci Michel. À bientôt. Ah, comment réduire 3000 mails journaliers par un système automatisé? Alain, c'est une bonne question. C'est 3000 mails entrants, je suppose, qui s'adressent au service client. Alors 3000 mails entrants qui s'adressent au service client. Alors après, là j'ai pas forcément tous les éléments pour répondre, mais on peut évoquer le fait que de passer par un système de ticketing si on s'adresse à un service client, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un mail déstructuré, on a sur le site qui permet à l'internaute et au client de s'exprimer, d'avoir déjà une catégorisation de l'objet, de l'objet et du pourquoi du mail, et puis ensuite d'avoir un verbatim. Ensuite, en fonction de ça, c'est redistribué avec des systèmes de ticketing vers un centre de contact qui va, en fonction des spécialités et de l'objet de la question, retraiter les choses. Donc ça, c'est un premier élément qui ne fait pas forcément appel à un RCU, mais qui, dans le cadre de la gestion du système d'information client, va permettre d'automatiser et donc de réduire et d'améliorer la qualité du service auprès du client, et qui lui ensuite pourra être un pourvoyeur d'informations pour le RCU. Voilà. Donc là aujourd'hui il y a des outils qui permettent de gérer le ticketing sur et on a d'ailleurs en panoplie ici dans notre outil CRM, on a ce type de choses. Donc vous pourrez rentrer en contact avec Julien Bénac sur le sujet. Avec la collègue pour dégager de la valeur ajoutée. Comment anticiper le système, adapter le système actuel? Alors le système actuel, je le connais pas bien là, Alain, donc il faudrait qu'on puisse faire un rapide tour d'horizon ensemble sur le sujet, mais il y a moyen aujourd'hui de dévier
vos clients sur ce système de ticketing, de les informer qu'aujourd'hui ils doivent passer par un système de ticketing, éventuellement même avec une réponse automatique dans un email qui leur donne un lien pour se connecter sur la chose. Alors c'est peut-être pas forcément le plus simple, mais oui, il faut rediriger vers un système de ticketing aujourd'hui vos consommateurs pour qu'ils puissent définir un tant soit peu plus leurs demandes et qu'elles puissent être segmentées automatiquement. Alors il y a aussi certainement d'autres aspects qui pourraient consister à analyser le verbatim dans l'objet et dans le corps du mail pour pouvoir les redispatcher sur des opérateurs spécialisés. Là encore une fois, votre question est intéressante, mais je manque un peu d'éléments pour répondre de façon plus précise. Merci Alain de votre question. N'hésitez pas à nous recontacter, ce sera avec plaisir pour qu'on puisse en discuter. Merci. Voilà, d'autres questions? On était sur le point de conclure tout à l'heure. Voilà, merci à tous de votre participation. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.